sommes réunis ici pour notre avant-dernière séance de la Société Louise Michel. Nous remercions le lieu-dit de nous accueillir une fois de plus. On vous invite à rester dîner avec nous et avec Romain Bertrand après, qui pourra permettre de lui poser absolument toutes les questions que vous n'aurez pas pu lui poser après le débat. On vous... Pardon ? Il faut le laisser manger. Oui, on le laissera dîner un petit peu. Donc la prochaine session sera consacrée sera une discussion avec Enzo Traverso. Nous vous invitons à suivre régulièrement notre page Facebook sur laquelle on publie très régulièrement à la fois des informations sur les activités de la Société Louise Michel, notamment par exemple à chaque session des textes, des interviews, des vidéos sur les intervenants et les thèmes qui s'y rapportent. Alors ce soir, on va parler d'un objet qui s'appelle l'histoire globale et l'histoire connectée. Alors, histoire globale, histoire connectée, la création d'une chaire dédiée au Collège de France en 2013 à l'histoire globale a donné une reconnaissance prestigieuse. Elle est aujourd'hui occupée par l'historien d'origine indienne, Sanjay Subrahmanyan. Excusez-moi, je ne suis pas sûre de prononcer très bien. Pourtant, la France, et c'est peu de le dire, n'a pas eu un rôle d'avant-garde dans cette approche qui vise à la fois à prendre en compte le monde dans son ensemble, mais aussi surtout à décentrer le regard pour en finir avec une histoire qui soit eurocentrée. Ce retard est en fait d'autant plus étonnant que l'historiographie française peut se targuer de grands ancêtres en la matière, que ce soit Pierre Chaunu et son étude du monde atlantique, que ce soit Fernand Braudel et sa magistrale et son grand œuvre sur la Méditerranée à l'époque de Philippe II, ou de Pierre Villard sur la Catalogne. Sans faire de causalité mécaniste, ce besoin de voir le passé autrement que par les yeux des Européens s'est imposé avec d'une part la décolonisation, puis l'émergence de puissances comme la Chine et dans une moindre mesure l'Inde, qui ont bouleversé le monde. Et la chute du mur de Berlin, c'est aussi une certaine histoire téléologique, celle, un certain sens de l'histoire, de façon d'écrire l'histoire qui est tombée. Rien d'étonnant, en fait, à ce que le présent nous invite à regarder le passé autrement. Plus que de nos pères, nous sommes les fils de notre temps, disait l'historien Marc Bloch. Ainsi, l'irruption des guerres de Yougoslavie, alors que tout portait à croire que l'Europe pourrait tranquillement savourer ce qu'on appelait les dividendes de la paix, a conduit les historiens à reconsidérer et à réévaluer le nationalisme serbe à la veille de 1914. Quant à l'histoire connectée, elle nous invite à porter notre attention au lieu et au moment où s'opèrent les rencontres et où vont naître les hybridations, les métissages, les acculturations, les syncrétismes, les transferts, aucun de ces termes qui, s'ils sont proches, ne sont pas synonymes, mais qui recouvrent ces connexions intercontinentales, masquées et obscurcies par les frontières nationales et l'histoire qui s'y cantonne. Alors, pour nous parler d'histoire et d'histoire globale et d'histoire connectée, nous avons invité ce soir Romain Bertrand, qui est directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI de Sciences Po. C'est un laboratoire de Sciences Po, je crois. Et CNRS. Voilà. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage très remarqué, paru en 2011, L'histoire à part égale, qui a obtenu en 2012 le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois, cet événement qui rassemble chaque automne dans la ville de Blois, dans la bonne ville de Blois, des dizaines de milliers d'amoureux de l'histoire. Il a également publié en 2015 Le long remords de la conquête et très récemment a participé à l'histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron, avec la rédaction d'un article sur la visite des ambassadeurs du Siam à la cour de Louis XIV. Bonsoir à tous et évidemment merci pour cette invitation. L'idée c'est donc en 45 minutes, ce qui est un défi redoutable, de vous entretenir à la fois de l'histoire globale, dont on a tellement parlé ces dernières années, et puis surtout des manières ou pas de la pratiquer. Et c'est plutôt du côté des façons de faire avec cette histoire monde, ou avec cette injonction à l'histoire monde, que j'aimerais
entrer en dialogue ce soir. Je vais commencer par une remarque toute simple, qui est que l'histoire globale, elle ouvre évidemment des perspectives de recherche conséquentes, en particulier lorsqu'elle évite de tailler trop tôt, trop large, ces catégories, ces cartes, ces causalités ou ces chronologies. Autrement dit, on peut faire une histoire globale à très petite échelle, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Elle ouvre des perspectives méthodologiques intéressantes aussi lorsqu'elle nous rappelle que l'historien ne doit pas être tributaire du cadre national qui a présidé à la constitution, à la collation des archives. Mais évidemment, elle emporte aussi un certain nombre de risques, en particulier si elle tend à devenir une nouvelle histoire universelle. Et il y a un certain nombre de réserves qui s'expriment par rapport à une histoire globale qui taille d'entrée de jeu très large et peut-être trop large, et qui tend peut-être un peu trop vite à recomposer un récit au long cours du monde. Alors pourquoi évidemment toute histoire universelle appelle à la vigilance? Parce que du XVIe au XIXe siècle, nous avons vécu sous le régime de quantité d'histoires universelles qui toutes, peu ou prou, étaient d'ordre providentialiste et assignaient en particulier à l'Europe une destinée particulière dans l'histoire du monde. Autrement dit, du XVIe au XIXe siècle, des grandes histoires universelles catholiques et protestantes de la fin du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, et en particulier jusqu'à Hegel, eh bien, chaque fois qu'on nous a entretenu d'histoire mondiale, c'était pour réserver, on pourrait dire, le moteur d'historicité de cette histoire à l'Europe et à l'Europe seule. Et évidemment, ce privilège d'historicité ne va pas de soi, et en tout cas, ça vaut la peine de le discuter. Donc l'idée, ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir, en balayant un certain nombre de lieux et de situations sur lesquels j'ai plus particulièrement travaillé, et qui ont tous à voir avec l'histoire des premiers contacts entre l'Europe et l'Asie, au XVIe et au XVIIe siècle. Alors en particulier parce que c'est l'ensemble de ces contacts l'une des matrices essentielles de la première mondialisation. Évidemment, il y a son aspect américain et ibérique de l'autre côté de l'Atlantique, mais les rapports entre l'Europe et l'Asie à compter du XVIe siècle, c'est l'un des grands moteurs de ce que l'on a appelé la première mondialisation. Donc l'idée, c'est de repartir de l'histoire de ces premiers contacts, de ces rencontres, plus ou moins manquées, entre l'Europe et l'Asie, mais pour essayer d'éclairer d'un regard un peu différent cette histoire au long cours, et en particulier pour soustraire l'analyse de ces situations à la prise de toute téléologie, et en particulier donc à la téléologie de l'occidentalisation du monde. Pour ne pas replonger dans le piège béant de cette histoire universelle qui n'est jamais qu'une histoire de l'Europe racontée avec un peu plus d'étoffe ou d'esbrouf, eh bien l'idée c'est de soustraire l'histoire de ces situations à une téléologie qui est un récit de l'inéluctable montée en puissance de l'Europe, et qui est aussi souvent une téléologie de l'appropriation capitaliste du monde. Voilà, moi, je crois qu'un des grands risques que court l'histoire globale aujourd'hui, dans un monde d'historiens, mais aussi de citoyens qui est en mal de grands récits, pour remplacer un certain nombre de grands récits effondrés, eh bien, c'est que l'histoire globale redevienne une téléologie de l'occidentalisation du monde et de l'appropriation capitaliste du monde, c'est-à-dire de la naissance et de l'essor, à nouveau considéré comme inéluctable, du capitalisme commercial et industriel. Alors pour commencer, j'ai deux citations. Donc, évidemment, je me suis préparé, j'ai fait mes devoirs, j'ai relu un certain nombre de livres, et en particulier, je suis tombé sur un livre de Daniel Ben Saïd que je ne connaissais pas, dont je n'avais même pas entendu parler, mais que j'ai dévoré, et qui m'a évidemment beaucoup intéressé, d'abord parce que c'est probablement un des livres dans lesquels il prend le plus directement argument avec les historiens, dans tous les sens du terme. Il cite d'ailleurs Chonu, Braudel, enfin on y retrouve tout un ensemble d'historiens importants des années 60, 70 et 80. Et alors, évidemment, c'est un ouvrage un peu surprenant aussi, parce que Jeanne d'Arc, par définition, alors évidemment, une figure qu'il ne faut pas laisser à l'extrême droite, catholique, réactionnaire, c'est le premier argument du livre, c'est bien de ramener Jeanne du côté d'une dissidence dont on a du mal à faire sens, mais on ne peut pas réduire comme tel à ses appropriations politiques. Mais je suis persuadé que c'est un livre qui va beaucoup plus loin
dans la façon dont il joue avec cette figure, avec ces légendes, et surtout avec... voilà, le problème, c'est pas seulement de soustraire Jeanne à la prise du Front National, ou de tous les identitaires d'ici et de Navarre, ce qui ne va pas très loin, mais c'est aussi de savoir que faire d'une révolte comme celle de Jeanne d'Arc, hein, de la pucelle d'Orléans ou bergère de Don Rémy, dans une histoire au long cours des révoltes. Voilà. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, c'est la façon dont ce personnage résiste, hein, y compris à la tentative de compréhension de Daniel Ben Saïd, qui, chaque fois qu'il essaye de la replacer dans un récit au long cours, hein, de sortie du Moyen-Âge, de belle automne ou été indien du Moyen-Âge, de montée en puissance de la résistance au premier processus d'urbanisation ou d'industrialisation, eh bien ce personnage, d'une certaine manière, déjoue systématiquement la tentative pour la replacer dans une histoire. Et donc il y a pour moi quelque chose de très beau dans ce livre, qui est l'incapacité à totalement arraisonner dans des histoires projetées, hein, vers l'avant ou vers l'aval d'une téléologie, des fulgurances rebelles comme celle de Jeanne. Voilà. Donc je vous ai mis cette citation, et dans cette citation, une phrase qui m'intéresse tout particulièrement. C'est moi qui ai fait une bêtise avec le micro. Et donc, dans cette citation, une phrase qui m'intéresse tout particulièrement, ou plutôt, enfin voilà, un ensemble de mots, les broyés du déjà plus et du pas encore. Voilà. Et une citation que je mets en relation avec une autre, alors très longue, que je ne vais pas vous lire dans le détail, qui est un historien, évidemment, un grand refondateur de l'histoire sociale britannique des années 1950 et 1960, E.P. Thompson, que vous connaissez probablement pour la naissance, la formation de la classe ouvrière anglaise, et avec lequel aussi j'ai vu que Daniel Ben Saïd avait souvent noué le dialogue dans tout un ensemble d'articles, en particulier dans un certain nombre d'articles qu'il avait donnés à Contretemps. Et il y a dans cette citation, là aussi, l'idée, sont les deux dernières lignes, vous pouvez relire la citation qui est magnifique, hein, c'est l'une des phrases d'ouverture de la formation de la classe ouvrière anglaise. Donc les deux dernières phrases, « L'histoire ne retient que ceux qui ont réussi, on oublie les impasses, les causes perdues jusqu'aux perdants eux-mêmes. » Et E.P. Thompson, bien sûr, a signé pour tâche à l'histoire sociale d'écrire une histoire non seulement des perdants, mais des causes perdues. Voilà, donc double patronage en forme de citation, mais pour dire qu'en tout cas, l'histoire globale ou l'histoire monde qu'il m'importe d'écrire, ou en tout cas dans l'écriture de laquelle je prends un minimum d'intérêt, c'est précisément une histoire des causes perdues. Voilà. Et ça interdit aussi de l'écrire d'une autre façon. Alors, je vais, bon, voilà, quand même vous emmener un peu en Asie, en tout cas sur les bords de l'Asie, et là où elle s'est frottée, généralement dans le malheur à l'Europe. Et je vais le faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais revenir sur une triade. Ah, je crois que j'ai plus... Voilà. Voilà, une triade qui sera la triade contact, conquête, colonie, qui est précisément l'une des grandes téléologies qui habitent l'histoire globale qui taille très large. Et puis dans un deuxième temps, je vous parlerai plutôt d'un chantier en cours, hein, voilà, d'un ouvrage à venir, et qui déplace un peu mon angle d'attaque, en tout cas mon angle d'interrogation. Donc cette triade contact, conquête, colonie, l'idée précisément, c'est de la considérer comme une triade et de la soustraire à tout télos, c'est-à-dire à toute visée finaliste, et de considérer qu'un certain nombre de ces situations de premiers contacts commerciaux, diplomatiques entre les Européens et les Asiatiques, un certain nombre de situations dites de conquête, militaire et spirituelle, comme l'on disait à l'époque de l'évangélisation missionnaire, et même un certain nombre de situations coloniales tardives, je regroupe sous le terme de colonie, eh bien, sont beaucoup plus complexes à déchiffrer pour l'historien qu'il n'y paraît de prime abord. Vous me direz évidemment, pour qu'il y ait colonie, il faut bien qu'il y ait eu premier contact, qu'il y ait eu ensuite des opérations de conquête militaire, une subjugation politique des territoires, et ensuite la mise en œuvre de ces grosses machineries de domination qui nous donnent peu ou prou les colonies telles qu'on les connaît au début du XXe siècle. Alors évidemment, ça c'est l'histoire du succès, hein, et l'histoire coloniale ou l'histoire impériale européenne est essentiellement une histoire des succès
des Européens dans leur tentative de soumission militaire et politique d'un certain nombre de territoires en Asie, en Afrique, en Océanie. Mais il faut rappeler qu'il y a au moins autant de situations, de contacts qui n'ont pas donné lieu à conquête. Il y a autant de rencontres manquées entre l'Europe et l'Asie que de situations qui vont donner lieu à la domination militaire de l'Asie. Il y a beaucoup de conquêtes ratées, avortées en histoire coloniale. Celles-là, on les raconte peu, par exemple dans les livres et les manuels d'histoire. Et puis il y a des situations coloniales, je vous le montrerai très rapidement, où les choses sont beaucoup moins claires qu'on ne pourrait le croire a priori, où les grandes dichotomies entre colonisés et colonisateurs, entre Européens et indigènes, masquent la matière même de ces situations, qui est une matière essentiellement métisse. Alors, je prends un exemple tout simple, donc de premiers contacts qui n'ont pas donné lieu à conquête et encore moins à colonisation. Et c'est cet exemple des premières rencontres entre les Portugais et le monde japonais. Donc le premier contact, en tout cas documenté, qu'on puisse retrouver dans les archives, date du début des années 1540, plus précisément de l'année 1543, lorsque de pauvres marchands portugais s'échouent sur les côtes du Japon. Et voilà, il faut rappeler que même s'il y a eu cette série de contacts entre Portugais et Japonais dans la seconde moitié du XVIe siècle, eh bien pour autant, le Japon n'a pas rendu les armes ni devant les Portugais, ni devant quelque autre pouvoir européen que ce soit, et le Japon, à proprement parler, n'a jamais été colonisé, même si l'armada du commandant Perry l'a obligé à s'ouvrir commercialement au reste du monde à la fin du XIXe siècle. Et ça s'accompagne d'ailleurs, cette histoire d'un Japon qui n'a pas rendu les armes devant l'Europe, de représentations très spécifiques, en particulier des jésuites. Très rapidement, dans le sillage des marchands et des navigateurs portugais, ce sont les jésuites qui arrivent et qui entendent assurer l'évangélisation du Japon. Il y a un art qui est dit Nanban ou Nanbanjin, un japonais de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, qui est un ensemble de représentations donc, de ces pères jésuites. Vous les voyez, tout en noir, à peu près au centre de l'image. Et puis vous voyez les réactions d'étonnement et d'effroi mêlés des populations locales. Vous le voyez surtout dans la deuxième partie du panneau. Et on a également des textes, oui, une autre représentation, évidemment assez peu flatteuse, des Portugais. Vous verrez que le gros nez est un attribut assez typiquement attribué aux Européens par les populations d'Asie. Donc ça, c'est un masque d'art Nanban. L'expression Nanbanjin désignait les barbares du Sud, autrement dit les Européens, les Portugais qui arrivaient depuis leur place forte de Malacca dans le sud du Japon. Et puis, il y a aussi des textes qui nous précisent ce qu'était la première vision ou perception japonaise des Européens, en l'espèce des Portugais et plus précisément des pères jésuites arrivés par les réseaux ibériques, qui étaient portugais mais aussi bien italiens. Et donc vous avez ici un texte de 1639 qui vous décrit, alors dans des termes qui sont tous sauf flatteurs, ces jésuites. Alors, je vous donne juste voilà, un extrait. La longueur de son nez était la chose qui attirait en tout premier lieu l'attention. Il ressemblait, ce père jésuite, il ressemblait à une coquille de conque. Ses yeux étaient aussi grands que des lunettes et leur fond de couleur jaune. Sa tête était de petite taille. Ses mains et ses pieds étaient dotés de longues griffes. Nul ne parvenait à comprendre un traître mot de ce qu'il disait. Sa voix était comme le cri perçant d'une chouette. Voilà. Donc on nous a beaucoup appris que les Européens, à compter du XVIe siècle, avaient animalisé les populations du reste du monde, en particulier les populations africaines. Eh bien, les Japonais aussi ont animalisé assez rapidement les pseudo-conquérants japonais, en assimilant en particulier donc, la prédication des pères jésuites au cri d'orfraie, ou en l'espèce d'une chouette. Donc ceci pour vous montrer un exemple de contact qui ne s'est pas noué ou joué à l'avantage des Européens. Un deuxième exemple aussi, c'est la première ambassade portugaise envoyée en Chine en 1519, qui était placée sous la direction d'un aventurier apothicaire qui s'appelait Tomé Pires. Et donc les Portugais, installés à Malacca, au sud de la péninsule malaise, en 1511, envoient en 1519 une ambassade commerciale et diplomatique en Chine, sous la direction du dit Tomé Pires, qui nous a laissé un récit d'ailleurs magnifique de ses divagations en Asie. Et cette ambassade portugaise de 1519 a été un échec absolu. Un échec absolu. Les Portugais ont été considérés par les autorités côtières chinoises
comme de vulgaires maraudeurs des mers. Ils se sont comportés de manière parfaitement indécente dans les villes où ils ont d'abord jeté l'ancre, ce qui a conduit à leur arrestation. L'empereur a ordonné de les jeter dans une geôle. Et donc cette première ambassade des Portugais en 1519 en Chine, eh bien c'est encore une rencontre manquée, ou encore un contact qui ne tourne pas à l'avantage des Européens. Donc ceci pour vous rappeler qu'on peut écrire un peu différemment l'histoire de l'Europe dans ses rapports avec le monde, et qu'on peut écrire du coup une histoire qui fasse la part un peu moins belle à l'Europe, et qui documente un peu plus ses échecs, ses demi-succès. Et alors un autre exemple pour vous montrer que très tôt, un certain nombre d'historiens ont pris la mesure des problèmes que posait l'histoire téléologique de l'occidentalisation du monde, c'est-à-dire celle qui ne raconte que les succès commerciaux puis coloniaux de l'Europe dans ses rapports au monde. Et dès les années 1940, un historien néerlandais qui s'appelle Van Leur, qui était un spécialiste de l'Indonésie, ça n'est pas un hasard, c'est un peu comme ça que je l'ai pour ma part croisé, dans un petit livre qui est en fait une histoire du commerce en Asie du Sud-Est au XVIIe et au XVIIIe siècle, à cette phrase absolument magnifique, donc je vous laisse la contempler, puis je vais vous la lire. « Il est incorrect de postuler une rupture lorsqu'on décrit le cours de l'histoire asiatique à compter de l'arrivée, par petits groupes, des premiers marins, marchands et corsaires européens, et d'adopter dès lors le point de vue étriqué de la petite forteresse claquemurée, de la maison de commerce renfermée sur elle-même et du vaisseau en armes à l'ancre dans la rade. Il ne s'agit pas là d'histoire, mais bien de catéchisme national. » Alors, l'idée, c'est évidemment de s'éloigner un peu du catéchisme national et de reprendre cette série de situations, contact, conquête, colonie, cette triade de situations, mais évidemment en l'arrachant à tout télos de la victoire inéluctable de l'Europe sur le reste du monde. Voilà. Alors là, je vais passer en revue un certain nombre de situations sur lesquelles j'ai travaillé, qui ont d'ailleurs toutes donné lieu à un ouvrage. Enfin là, l'avantage, c'est que je vous le résume, donc vous n'aurez pas à aller lire l'histoire à parts égales. Donc, situation de premier contact, de prise de contact commercial et diplomatique. Un exemple, c'est la première rencontre entre les Hollandais et les Javanais, au nord de l'île de Java, dans le sultanat de Banten, le 22 juin 1596, lorsqu'une flottille de 4 vaisseaux, un peu moins de 200 hommes, jette l'ancre dans la rade du dit sultanat. Donc là, vous avez la carte de ce que l'histoire coloniale néerlandaise appelle la première navigation, c'est-à-dire le premier contact établi avec l'Asie du Sud-Est. Il y aura une seconde navigation en 1599. Et de la même manière, quand on parle des voyages britanniques en Asie, on parle aussi du first voyage, second voyage, etc. Donc là, vous avez la carte. Alors évidemment, il y a eu des rescapés, des survivants. C'est comme ça qu'on a des archives et c'est comme ça qu'on connaît un tout petit peu cette histoire. Donc cette expédition qui quitte la rade du Texel aux Pays-Bas en 1595, eh bien, parvient à gagner en juin 1596, vous voyez le petit agrandissement, une ville de la côte nord de Java qui s'appelle Banten. Alors, voilà. On a même quelques gravures d'époque, et alors quelques gravures d'époque, c'est-à-dire des gravures qui sont publiées avec le récit de cette première navigation, et des gravures d'époque qui nous donnent la vision européenne de ce qui s'est passé ce 22 juin 1596 à Banten, lorsque les équipages de Houtman ont relâché dans la rade du sultanat. Alors, ce qui est très intéressant, par exemple, sur cette gravure, qui est un peu plus tardive, mais qui reprend des matériaux du voyage lui-même, c'est d'abord, alors vous avez les vaisseaux au milieu, et puis vous voyez, vous avez deux petits cartouches dans la partie supérieure, à gauche et à droite. À gauche, vous avez l'autorité politique javanaise du lieu, le régent de Banten, et puis à droite, vous avez le capitaine hollandais, Cornelis de Houtman. Donc premier point intéressant, c'est la mise en équivalence absolue. C'est-à-dire que pour les Européens, il n'y a de rencontre qu'à huis clos entre eux et les sociétés locales, comme si d'entrée de jeu, leur importance était constituée pour les sociétés locales, comme s'ils s'intronisaient, de fait c'est ce qu'ils font, comme les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs du lieu. Alors, deuxième série de détails assez amusants, c'est que vous le voyez, le capitaine hollandais, donc en haut à droite, arbore le même type d'insigne de prestige,
que le régent javanais de Banten, et en particulier donc, ce petit parasol, cette petite ombrelle cérémonielle qui accompagnait les souverains en monde malais, qui étaient généralement de couleur jaune, réservés à la noblesse de sang. Eh bien, Cornelis de Houtman a voulu, d'une certaine manière, lui aussi jouer au prince pour rencontrer celui qui était le prince de Banten, alors même par ailleurs que Cornelis de Houtman était tout sauf un aristocrate, c'était un marchand professionnel qui avait fait ses armes à Rome et à Lisbonne et qui n'avait absolument aucune idée de ce qu'étaient les us de cour, l'étiquette en vigueur dans les palais. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un petit peuple dans le cartouche inférieur de la gravure. Donc vous voyez là en bas, et bien là c'est tout un ensemble de personnages croisés chemin faisant par les Hollandais. Et ça, c'est tout un petit peuple, évidemment, qui est beaucoup moins aisément dissible dans un récit où, précisément, les Européens entendent n'avoir qu'un vis-à-vis, un vis-à-vis et un seul, pour s'ériger donc en équivalent en termes de souveraineté. Alors, ce qui est intéressant, les Hollandais arrivent à Banten, sur la côte nord de Java, le 22 juin 1596. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du côté européen, c'est-à-dire dans les récits hollandais, mais pas seulement, également dans tout un ensemble de brèves publiées partout en Europe à l'époque pour rendre compte du succès de ce voyage commercial, eh bien, on a un récit extrêmement détaillé de ce qui s'est passé. On a non seulement des textes, beaucoup de textes, on a par exemple les journaux de bord des capitaines et des marchands de cette expédition, mais on a aussi, par exemple, dans les deux premières, pour aller vite, Histoire nationale des Pays-Bas, qui sont les chroniques des Pays-Bas et de leur guerre d'Emmanuel van Meteren, et puis la première chronique municipale d'Amsterdam, qui est la chronique de l'État marchand d'Amsterdam, publiée par Pontanus, donc dans les années 1610, et qui crée le mythe de l'Amsterdam cosmopolite qui va hanter la République batave au XVIIe siècle. Et bien dans ces récits qui sont des récits fondateurs, nationaux, d'autant plus qu'on est toujours en guerre contre l'Espagne, il faut donc doter les Pays-Bas d'une histoire qu'on arrache à l'histoire bourguignonne et à la prise de la monarchie hispanique, eh bien des chapitres entiers sont consacrés à cette première navigation des Hollandais à Java en juin 1596. Non seulement des récits, et pas des moindres, les premières chroniques nationales et municipales des Pays-Bas, mais également, par exemple, tout un ensemble de tableaux. Alors là, c'est la seconde navigation, mais Hendrik Fromm, qui est d'ailleurs l'inventeur du genre de la marine aux Pays-Bas, qui est un genre qui naît dans les années 1570-1580, eh bien Hendrik Fromm, qui invente ce genre, vous savez, naufrage sur ciel noir, etc., eh bien peint de manière tout à fait triomphale le retour à Amsterdam de la seconde navigation, le deuxième voyage des Hollandais à Java. Et ce qui est très intéressant dans ce tableau, alors la résolution n'est pas terrible, mais c'est que ce qui n'est qu'une entreprise commerciale privée, puisque ces voyages hollandais en Insulinde au XVIe et au XVIIe siècle, ce ne sont pas des aventures nationales, ce ne sont pas des commandes d'un pouvoir public, d'une autorité politique, ce sont des sociétés de marchands, comme l'East India Company créée en 1600, ce sont des aventuriers marchands, autrement dit des marchands privés, pas des diplomates qui ne représentent aucune souveraineté. Eh bien, cette entreprise commerciale privée est au contraire représentée comme un accomplissement public ou un accomplissement civique, puisque ces bateaux de marchands privés sont ici représentés avec les armoiries de la Maison d'Orange, de la ville d'Amsterdam, des États de Hollande et de Zélande, etc. Donc ce qui commence comme une aventure commerciale parmi tant d'autres, eh bien, se trouve transformé, en tout cas sous le pinceau du peintre et sous la plume des chroniqueurs, en une espèce de grand triomphe civique national, donc en une aventure proprement politique. Donc tout ceci pour vous montrer que l'on a du côté hollandais et européen de façon générale, quantité de documents qui nous montrent que ce fait de contact, l'arrivée des Hollandais à Banten le 22 juin 1596, a été d'emblée perçu comme un événement, c'est-à-dire un fait digne de narration, de remémoration et de commémoration. Une distinction importante entre faits et événements, puisque ne sont connaissables à l'historien que les faits qui sont devenus des événements, c'est-à-dire qui ont donné lieu à inscription, à narration, ou tout du moins qui ont laissé tout simplement des traces, et évidemment des milliards de faits qui sont pour nous perdus. Donc ce fait du contact est bien devenu un événement pour les Hollandais, et même un événement majeur, qui scande les nouvelles chroniques nationales. Alors, petite question, mais qu'en est-il du côté javanais ? Il se trouve qu'on a
des textes malais et javanais, contemporains de ce fait de contact. Et il se trouve que ces récits malais et javanais nous racontent une histoire sensiblement, évidemment, différente. Il y a en particulier un texte qui est une chronique de royauté, qui est la chronique du sultanat de Banten, cette ville dans laquelle les Hollandais jettent l'ancre en 1596, qui s'appelle la Sajara Banten, l'histoire de Banten. Et cette histoire de Banten, qui est une chronique au sens le plus classique du terme, un récit chronologiquement ordonné des grands événements publics qui scandent la vie du sultanat, eh bien cette chronique accorde une très large place au récit de ce qui s'est passé précisément cette année 1596. Alors je précise que ça n'est l'année 1596 que pour les Hollandais. D'ailleurs, c'est très récent, le changement du calendrier julien. Mais évidemment, lorsqu'on se translate en Asie, on a des calendriers qui datent différemment cette année du contact. Et donc, par exemple, dans le calendrier musulman, on vient de passer le premier millénaire. Dans le calendrier javanais en ère Saka, on est évidemment dans une datation totalement différente de cette année 1596. Donc même les catégories chronologiques des récits européens sont un peu piégées puisqu'elles se donnent pour universelles alors qu'elles ne reflètent qu'un seul ordre de temporalité. Donc la chronique du sultanat de Banten, la Sajara Banten, qui consacre alors 2 chapitres entiers à l'année 1596, très mauvaise année pour le sultanat de Banten, parce que le souverain en titre, qui est un souverain musulman, qui s'appelle le Maulana Mohammed, est mort sur le champ de bataille. Il est parti mater la rébellion de petits producteurs de poivre au sud de l'île voisine de Sumatra, et il est mort au champ d'honneur, ou en tout cas sur le champ de bataille, et il ne laisse pour héritier qu'un enfant en bas âge. D'après certaines chroniques, un bébé de quelques mois seulement, d'après d'autres, un jeune garçonnet de 4, 5 ou 6 ans. Évidemment, il se passe ce qui se passe dans ces cas-là, c'est-à-dire une guerre ouverte entre les grandes maisons princières pour s'assurer du droit de régence, c'est-à-dire pour savoir qui va assurer la régence aux côtés de cet héritier enfant jusqu'à son âge de raison, c'est-à-dire l'âge où il pourra assumer à nouveau dans la lignée de son père le pouvoir. Alors évidemment, cette guerre entre grandes maisons princières de Banten donne lieu à quantité de péripéties, et il est du devoir du chroniqueur, en gros, voilà, de raconter cette histoire, tout en essayant le plus possible de prendre le parti du vainqueur. Les chroniqueurs qui viennent après les guerres de régence, en général, ont tendance à vous expliquer que l'a emporté celui qui devait l'emporter. Mais l'intérêt, c'est qu'on a donc 2 chapitres entiers, on a des centaines de lignes de cette chronique qui sont consacrées à l'année 1596, avec un luxe de détails assez important. Et donc la question est, eh bien, que nous dit-on de l'arrivée des Hollandais à Banten le 22 juin? Et la réponse est simple, strictement rien. Pas une ligne de cette chronique, si détaillée pourtant au chapitre de l'année 1596, n'évoque l'arrivée des Hollandais à Java le 22 juin. Alors, on peut être étonné, mais le plus étonnant, c'est notre étonnement. C'est-à-dire, pourquoi se fait-il que nous soyons d'emblée convaincus que les chroniqueurs du sultanat de Banten aient dû, dans ce qui est une chronique de souveraineté, qui est un texte lesté d'une certaine majesté, qui est censé parler de choses vraiment importantes, la mort d'un souverain, la question de la régence autour de son héritier, pourquoi diable les chroniqueurs auraient-ils dû nous parler de quoi? De l'arrivée de 4 vaisseaux, un peu moins de 200 hommes, en bien mauvais état, les coques comme les estomacs, 2 Européens d'ailleurs, dont on savait trop d'où ils venaient, autant vous dire que les Pays-Bas à Java n'étaient pas le centre du monde à l'époque, dans la rade d'un port Banten, qui était une cité cosmopolite et l'une des grandes étapes de la route des épices en Asie depuis au bas mot 1 siècle. Et à Banten, chaque année, avec les vents de mousson, eh bien, venaient des marchands chinois, des marchands d'Inde, du Gujarat, de Coromandel, des marchands venus du Siam et également des marchands venus de Perse, des marchands venus de péninsule arabique. Donc petite cité cosmopolite que Banten, qui vivait au rythme du monde, mais au rythme d'un monde dans lequel les Européens, tout simplement, n'avaient aucune importance. Alors Banten avait des relations avec des pouvoirs lointains, mais des pouvoirs qui comptaient, en tout cas des pouvoirs avec lesquels il fallait compter. Donc l'Empire ottoman, ça n'était pas rien. La Chine impériale, qui envoyait chaque année 10 à 12 jonques, qui achetaient des centaines de tonnes d'épices,
poivre noir, noix muscade, clou de girofle. La péninsule arabique, qui était en fait le siège des souverainetés. On était sultan parce qu'on allait quérir auprès du grand charif de la Mecque un certificat de souveraineté. Bref, il y avait tout un monde de pouvoir lointain et important pour les Javanais. Mais là, autant vous dire que les Provinces-Unies de la Grande Révolte ne pesaient pas grand-chose là-dedans. Voilà, donc vous avez en gros deux visions. Évidemment, la vision des Européens pour lesquels un fait de contact, leur arrivée à Java en juin 1596, est d'emblée devenu un événement et un événement important, et puis une vision javanaise où ce fait de contact n'est pas devenu un événement important. Vous voyez qu'en fait là, les problèmes commencent à se poser pour savoir comment on tisse récit d'un fait qui n'est devenu un événement que pour l'une des parties en présence. Voilà. Donc qui voudrait tirer un peu trop droit ou tracer un peu trop vite au cordeau de grandes généalogies ou de grandes téléologies, eh bien lorsqu'il s'arrête sur ce type de faits, qui ne sont des événements que pour certains, se trouve bien embarrassé. Alors simplement, pour votre amusement et le mien aussi, quelques représentations donc, javanaises des Européens, beaucoup plus tardives, sont des représentations des XVIIIe et XIXe siècles. Donc vous avez ici la représentation du combat qui opposa, c'est le petit personnage au centre, donc nanti du Chris, d'une dague javanaise, qui a la chemise blanche, donc qui opposa un rebelle, qui n'était pas javanais mais d'origine balinaise, qui s'appelait Surapati, à un capitaine hollandais qui s'appelait le capitaine Tak, donc en 1684 à Kartasura. Je vous passe les détails de l'événement, mais ce qui est intéressant, c'est le répertoire de représentation qui est utilisé. Pourquoi? Parce que, en gros, dans le théâtre d'ombre javanais, qui dessine une grammaire des représentations largement acceptées à Java, eh bien, plus on est petit avec le nez fin, plus on est noble et appelé à d'héroïques destinées, et plus on est grand avec les dents visibles et un gros nez, et plus en gros on se rapproche de la barbarie, de la sauvagerie, voire de l'animalité. Et évidemment, les Hollandais ont eu tendance à tomber dans cette catégorie. Ça, par exemple, sont des marionnettes de Wayang Kulit, qui est le théâtre d'ombre javanais. Vous voyez, c'est très récent, ça date des années 1970. Eh bien, il y a encore des pièces, des scénettes historiques qui sont données en utilisant ce type de théâtre d'ombre. Et là encore, vous avez une représentation des Hollandais sur la gauche. C'est le premier et très cruel gouverneur hollandais en Insulaan, qui s'appelait Jan Pieterszoon Koen. Et puis à droite, vous avez alors le très noble sultan javanais, sultan de Mataram, sultan Agung. Et là encore, vous voyez que les traits, évidemment, tirent du côté du Hollandais sur ceux du géant non civilisé. Un autre exemple, alors ça c'est du Wayang Golek, parce que ce n'est pas des figurines de cuir aplaties, ce sont des figurines de bois, donc en 3 dimensions. Et c'est un style de Wayang qui appartient plus précisément à l'ouest de Java, un pays sundanais. Et là encore, donc une représentation des Hollandais à gauche, c'est toujours Jan Pieterszoon Koen, premier gouverneur et très cruel premier gouverneur des Hollandais en Indonésie. Et puis à droite, vous avez un personnage, alors qui n'est pas du tout contemporain, qui est un empereur javanais de la période classique, qui s'appelle Siliwangi. Et là encore, vous voyez, donc j'ai fait un petit agrandissement, les traits du Hollandais, dans cette représentation assez classique, de l'étranger non civilisé, eh bien, ce sont exactement ceux de ce qu'on appelle les Rakshasa, qui sont les ogres démons. Si vous lisez le Mahabharata ou le Ramayana, vous connaissez tous l'histoire de ce terrible pays des ogres démons, les Rakshasa qui enlèvent Sita, et Rama doit venir la sauver, etc. Et donc voilà, dans le théâtre d'ombre javanais, vous voyez à droite comment on représente les ogres démons. C'est vraiment l'épitomée de sauvagerie pour un javanais. En particulier, alors non seulement le gros nez, mais les dents apparentes. Parce qu'en fait, les dents ne sont jamais apparentes. Non seulement elles sont apparentes, mais les canines ne sont pas limées. Alors qu'à Java et à Bali, on lime les canines en signe d'accession à l'âge adulte et donc de civilité. Eh bien voilà, les Hollandais tombent assez systématiquement dans cette catégorie des personnages kasar, qui veut dire en javanais non civilisés, incapables de plier leur comportement à une règle éthique digne de ce nom. Donc voilà, une situation de contact, un fait qui ne devient pas un événement pour tout le monde, et voilà comment les choses commencent à devenir difficiles à raconter, en tout cas sous l'égide
d'un discours au long cours. Un deuxième exemple, une situation de conquête. Alors on pourrait se dire que les choses sont un peu plus claires, c'est bien joli de vouloir faire le malin avec les choses auraient pu se passer autrement. Enfin, quand il y a conquête, défaite des sociétés locales, on voit l'histoire avec sa grande hache, s'abattre de tout son poids sur les sociétés locales. Que reste-t-il d'historicité indigène quand véritablement les armes ont parlé? Et donc la conquête espagnole des Philippines. Ça se trouve dans les manuels scolaires aujourd'hui encore en Espagne. Ça s'appelle la conquête espagnole des Philippines. Et on vous dit que ça prend place dans la seconde moitié du XVIe siècle. Alors, le scénario qui vient à l'esprit, c'est une armée de conquistadors lourdement casqués qui défont en race campagne des armées d'indigènes. Voilà. Alors du coup, ça m'a un peu intrigué. J'ai essayé d'y aller voir un peu plus près. Donc ça nous transporte à Manille qui était la capitale, entre guillemets, des Espagnols aux Philippines à la fin du XVIe siècle, qui est conquise sur un raja, un souverain local, en 1571. Et là, vous avez une représentation de 1640, et déjà, vous voyez, c'est un argument important de ma démonstration, à quel point c'est minuscule. C'est une bourgade, Manille, la capitale des Espagnols aux Philippines. Alors, donc je me suis intéressé à ça. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé un jour, dans les archives de l'Inquisition à Mexico, parce qu'en fait la conquête des Philippines a lieu depuis le Mexique, c'est une sorte de deuxième projection vers l'ouest des conquistadors, c'est la deuxième génération des conquistadors qui part à travers le Pacifique, c'est un peu sont ceux qui n'ont rien reçu, les laissés pour compte de la conquête de Mexico en 1521, où leurs enfants vont chercher fortune et au moins pitance un peu plus loin vers l'ouest, donc en traversant le Pacifique, aux Philippines. Et les Philippines, c'est intéressant, c'est la même raison pour laquelle les Hollandais, après les Portugais, partent à l'assaut de l'Asie du Sud-Est, à cause des épices. Le poivre noir, la noix muscade, la cannelle, etc. Et donc, dans les dossiers de l'Inquisition conservés à l'Archivo General de la Nación à Mexico, il y a un certain nombre de procès de l'Inquisition qui se sont tenus aux Philippines. Et le plus ancien de ces procès, c'est celui-ci, et c'est l'affaire Diego de Ávila, donc qui prend place en 1577. Voilà, alors ça ne vous émeut pas, mais moi oui, parce qu'en fait, je ne vous raconterai pas l'histoire dans le détail, mais l'un des principaux accusés de ce procès, qui est un procès d'inquisition pour fait de sorcellerie et rêverie démoniaque, eh bien l'un des principaux accusés est un garçon de 11 ans, le jeune Diego. La raison pour laquelle je me suis arrêté sur cette histoire, c'est à cause précisément de ce personnage-là. Et la seule signature du jeune Diego dont on dispose, c'est celle-ci, Diego Hernández de Ávila, et qui est mutilé. Le papier parchemin a craqué, sec, a cassé. Donc la seule signature de cet enfant de 11 ans, que le gouverneur des Philippines condamnera en 1577 à une mort certaine, c'est-à-dire à 10 ans des galères du roi, eh bien c'est celle-ci. Alors, ce qu'on apprend à travers ce dossier, en gros, c'est que Manille, dans les années 1570, et puis si on dépouille la série de procès jusque dans les années 1600, la leçon est un peu toujours la même. Donc Manille, c'est quoi? Alors tout d'abord, par exemple, le gouverneur des Philippines, Francisco de Sande, écrit en 1576 au roi, à son roi, un roi lointain, Philippe II, en péninsule, eh bien il lui écrit « Il y a en tout et pour tout dans ces îles, donc dans ces îles des Philippines, 500 Espagnols ». La conquête espagnole des Philippines débute en 1565, avec l'arrivée des troupes de Miguel López de Legazpi, donc, qui ont traversé le Pacifique. 10 ans plus tard, qu'est-ce que c'est? C'est 500 Espagnols. Donc 500 Espagnols, sur ces 500 Espagnols, 400 soldats, mais jamais plus, 360 hommes à peu près au total. Et sur ces 360 soldats, à peu près la moitié malades et incapables de porter les armes. Donc vous avez en gros, 10 ans après le début de la conquête espagnole des Philippines, à peu près 200 soldats dans l'archipel des Philippines, qui compte au bas mot à l'époque de 4 à 6 millions d'habitants. Donc 200 soldats pour 4 à 6 millions d'habitants. Voilà la conquête espagnole des Philippines. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'historiographie espagnole de ce fait, eh bien, le mot conquête, conquista, continue encore très souvent à porter une majuscule. Conquista s'écrit avec une majuscule. Voilà. Donc l'intérêt de cette petite enquête, qui a donné un livre, le long remords de la conquête, bien évidemment, c'était de corroder la majuscule de la conquête et de montrer qu'en lieu et place d'une horde de conquistadors déferlant sur les sociétés locales, annihilant l'historicité même
de ces sociétés, eh bien, on a eu une poignée d'Espagnols, de soudards, généralement à moitié malades, qui ont Eh bien, établi une emprise extrêmement précaire sur de très restreints segments côtiers, des liserés côtiers, d'une poignée d'îles dans un archipel immense qui n'ont, à véritablement parler, jamais totalement conquise. Voilà. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, le sud musulman des Philippines, l'île de Mindanao, eh bien, est un territoire plus qu'autonome et qui, tout au long de la période espagnole, jusqu'à la fin de la colonisation espagnole en 1898, n'a jamais été véritablement soumis par les Espagnols. Voilà. Donc il faut aussi aller voir un peu derrière le terme conquête et en tout cas ne pas s'en laisser compter, on pourrait dire, par sa majuscule. Alors, un autre exemple, c'est l'avant-dernier, c'est pour ça que je disais qu'on aurait dû passer un peu plus vite sur les Philippines. Donc voilà, on a vu les premiers contacts, quand on y regarde de plus près, c'est pas si simple. On a vu la conquête, là aussi, ne pas s'en laisser compter par la majuscule, et puis la colonie. On pourrait dire que là, véritablement, les choses sont jouées. Des pouvoirs européens qui ont usurpé, ou en tout cas extorqué des droits de souveraineté aux sociétés locales, qui règnent en maître sur des territoires, un peu partout, en Afrique de l'Ouest, en Indochine, etc. Et donc, d'une certaine manière, l'histoire s'est jouée là, où elle est jouée, on pourrait dire. C'est l'Europe qui règne. Voilà. Alors là aussi, si on va y voir d'un tout petit peu plus près, on va aller y voir d'un tout petit peu plus près avec une photo. J'ai vraiment, alors c'est une entrée d'ailleurs dans un petit volume de la documentation photographique, qui est c'était un outil pédagogique pour les enseignants du secondaire. Et ils m'ont demandé il y a un an de refaire un truc d'histoire coloniale, mais un peu à ma manière. Donc ça s'appelle « Colonisation, une autre histoire ». Et l'idée, c'est justement les récits, les interprétations indigènes des présences coloniales européennes. Donc allons y voir en tout cas de l'autre côté quand on peut. Donc j'ai fait une petite notice sur Sukarno, qui était j'ai débuté mes recherches en travaillant en fait sur les nationalistes javanais des années 1910 et 1920. Et Sukarno est le grand dirigeant du mouvement anticolonial indonésien dans les années 1930. Et puis vous le connaissez évidemment pour la conférence de Bandung et son rôle dans l'internationalisme des années 1950. Il y a une photo de Sukarno, donc prise au début des années 1920, voilà, alors qu'il était étudiant à l'Institut de technologie de Bandung. Sukarno faisait des études d'architecte, et d'ailleurs, pendant les premières années de son militantisme politique, il gagnera sa vie en étant architecte, et ce sera l'un des grands introducteurs de l'art déco en Indonésie. Vous pouvez aujourd'hui encore visiter à Bandung des maisons qui ont été construites par Sukarno, dirigeant du mouvement nationaliste anticolonial, pour de riches bourgeois et fonctionnaires hollandais dans les années 1920 et au début des années 1930. Et donc il y a cette photographie. Et cette photographie, elle peut raconter deux histoires totalement différentes. Alors, si on prend les 2/3 inférieurs de la photographie, oui, il était un formidable séducteur. Un nombre de conquêtes féminines, d'ailleurs dans ses mémoires, dans son autobiographie écrite par un journaliste, c'est quelque chose d'assez important. Alors bref, donc les 2/3 inférieurs de l'image, vous voyez, vous coupez le tiers supérieur, eh bien ça raconte une histoire qui est une histoire qu'on nous a longtemps racontée, en tout cas quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là dans les années 1990, cette idée que les nationalismes anticoloniaux, dans les années 1910, 1920 et 1930, était le fait de dirigeants qui étaient des éduqués à l'occidental. Ce terme d'éduqué qui était très présent dans les colonies d'Afrique subsaharienne. Autrement dit, d'une certaine manière, la révolte des colonisés, c'était encore le triomphe du colonisateur, puisque c'est en utilisant les idées qu'on leur avait inculquées sur les bancs de l'école coloniale que tous ces dirigeants s'étaient retournés contre le pouvoir colonial. Autrement dit, vous prenez le jeune Sukarno, vous l'envoyez sur les bancs de l'école publique coloniale hollandaise, vous lui parlez de Rousseau, de Voltaire et compagnie, et qu'est-ce qu'il fait? Bien ingrat, l'indigène ingrat, c'est ça la grande thématique de cette histoire coloniale classique, eh bien il retourne ça contre vous et il exige de vous, colonisateurs européens, cette liberté dont vous venez de lui expliquer que vous l'aviez inventée et vous la chérissiez. Et donc ça, c'est l'histoire que racontent les 2/3 inférieurs de la photographie. Sukarno, dandy polyglotte colonial. Et ce n'est pas une histoire fausse. Lorsque Sukarno est arrêté en 1930, il est accusé
d'avoir comploté contre le colonisateur hollandais, et en particulier d'avoir été associé aux grandes insurrections communistes de 1926-1927 à Java et à Sumatra. Il y aura une vague de répression absolument terrible, hein, avec plus de 10 000 arrestations et déportations dans des camps insalubres en périphérie de l'archipel indonésien. Sukarno est accusé d'avoir été partie prenante de ces insurrections-là. Il est arrêté et en 1930, il est jugé devant une cour, hein, la haute cour de justice de Bandung. Et on lui propose un avocat, on lui propose de lui commettre d'office un avocat. Il refuse, il souhaite assurer lui-même sa défense, et il écrit un petit discours, enfin pas un petit discours, 60 pages, qui va lire 2 heures durant, debout, face aux juges coloniaux, et dont le titre est Indonesia Menggugat, traduction littérale, l'Indonésie accuse, qui est une reprise directe du texte de Zola, qui est cité en français dès l'ouverture. Alors il le prononce, et ensuite le texte est imprimé et publié en indonésien et en hollandais, et diffusé. C'est évidemment l'un des textes politiques les plus célèbres de l'histoire indonésienne. Et donc dans l'Indonésie accuse, alors il y a non seulement du Zola en français dans le texte, mais c'est un texte écrit initialement en hollandais, et avec quantité de citations tirées de l'ethnologie populaire allemande. Il y a du Rousseau en français dans le texte aussi. Il y a pas mal de citations en latin. C'est un bon latiniste, Sukarno. Et donc vous avez véritablement l'intellectuel polyglotte qui parle plusieurs langues européennes, qui est allé piocher dans la tradition idéologique du colonisateur les arguments pour retourner contre le colonisateur son exigence de liberté. Alors voilà, 2 tiers inférieurs de la photo, on a bel et bien cette histoire-là. Évidemment, ah oui, j'aurais dû, je l'avais fait. Bon, voilà. Donc voilà, ça c'est la première histoire. Et puis il y a une deuxième histoire, et c'est le tiers supérieur de la photo. Et alors le tiers supérieur de la photo, alors là c'est plus seulement un dandy polyglotte, on n'a plus du costume de tweed sur mesure, etc. On a, ce qui est quelque chose aujourd'hui encore d'assez commun à Java Centre, un mouchoir de tête, Ikatpala. Et on a un mouchoir de tête, qui plus est, qui porte des motifs. Alors là, vous ne les voyez pas très bien sur la photo, mais je les ai reproduits à côté. Et ces motifs, en fait, sont des motifs de royauté javanaise, de la principale maison dynastique de Java Centre, de l'une des principautés, qui est celle de Surakarta. Le palais de Surakarta existe toujours, vous pouvez le visiter. Et si vous visitez aujourd'hui encore le palais de Surakarta, eh bien, tous les priai, c'est-à-dire tous les... la petite noblesse de service qui assure la visite touristique, eh bien, vous verrez, portent des caïnes, c'est-à-dire des étoffes nouées autour des reins, et des mouchoirs de tête qui portent ce motif, parangurusak, qui est réservé aux dignitaires et aux serviteurs de cette noblesse du centre de Java. Et ça, c'est toute une autre histoire qui commence, parce que Sukarno, c'était le fils d'un petit instituteur, certes au service de l'État colonial, mais qui était aussi un membre de la petite noblesse de service javanaise, un priai. Sukarno a été élevé dans une tradition mystique javanaise qui pèsera très fortement, y compris sur ses choix politiques dans les années 1950. Il y a le Sukarno internationaliste, et puis 2 années après, en 1959, il y a aussi le Sukarno qui anéantit la démocratie parlementaire en Indonésie, en 1957, avec un discours à la De Gaulle, sans ambiguïté, « Bury the parties », titre en anglais, « Enterrer les partis ». Donc débarrassez-vous des corps intermédiaires entre le guide du peuple, Sukarno, et le corps politique, exit les syndicats, les partis, interdiction du Parti socialiste indonésien, interdiction du Parti social-démocrate musulman, etc. Et lorsque Sukarno fait ça, lorsqu'il jette à bas la démocratie parlementaire dans les années 1950, il a une phrase dans ses mémoires, tout à fait elliptique a priori, et il dit « Lorsque j'ai fait ça, je pensais à Ki Adjar Devantara, mon maître, mon ami et mon maître en tout. » Et qui est ce Ki Adjar ? Eh bien, Ki Adjar est quelqu'un qui vient aussi de la petite noblesse javanaise, qui est devenu un grand maître de mystique dans les années 1930, et qui est quelqu'un qui, en fait, a eu un rôle déterminant auprès de toute une génération de dirigeants nationalistes javanais puis indonésiens. Voilà. Donc, lorsqu'on tire un autre fil d'historicité, on pourrait dire, lorsqu'on raconte l'histoire du tiers supérieur de cette photographie, eh bien, la thèse du dandy polyglotte, du colonisé qui retourne contre le colonisateur sa tradition idéologique, ne suffit plus. Il y a une autre histoire à raconter, il y a une deuxième histoire, et cette historicité-là, eh bien, précisément, le colonisateur ne l'a jamais abrogée. Alors, normalement, c'est la conclusion, mais je voulais vous montrer, en tout cas, vous donner une idée de ce sur quoi j'essaye de travailler maintenant. Une histoire naturelle de la mondialisation,
Alors évidemment, il y a toujours beaucoup d'oubliés dans l'histoire de la mondialisation, mais il y a encore plus oubliés que les princes de Banten ou que les grands dirigeants nationalistes comme Sukarno dans les années 1930. Dans cette histoire au long cours de la mondialisation, dont je vous ai dit qu'elle débute par la course aux épices, hein, tout simplement, qui valait à l'époque leur pesant d'or au sens propre sur les marchés européens, eh bien, il y a une histoire qu'on raconte aussi assez peu, et une histoire qui commence lorsqu'on se pose cette question toute simple. Bon, voilà, en gros, on a les Hollandais à Banten en 1596, et on a quantité de situations similaires, c'est-à-dire des marchands européens qui débarquent dans des ports asiatiques, qui font affaire avec des princes asiatiques, hein, en concurrence avec d'autres marchands asiatiques ou arabes, pour acheter donc des épices. C'est une histoire de ports, de palais, et de fait, toutes les descriptions produites par les navigateurs européens, ce sont des descriptions des villes, et elles s'arrêtent aux palissades hein, de fortification de ces cités côtières, qui étaient en fait des hubs, hein, où on concentrait les épices, on les entreposait, et puis on les vendait en gros aux marchands. Alors chinois et indiens d'abord, européens ensuite. Mais la vraie question à poser, en tout cas une question amusante à poser, c'est d'où venaient les épices? Qui étaient les cueilleurs, les collecteurs, les ramasseurs de ces épices? Voilà. On peut tous raconter l'histoire, enfin tous ou presque, hein, mais d'un prince asiatique et d'un marchand européen qui s'entendent sur une certaine quantité de poivre noir. Hein. C'est une histoire des côtes, c'est une histoire effectivement, de négoce au long cours, mais en revanche, c'est beaucoup plus difficile de savoir qui étaient les gens qui cueillaient les grains de poivre noir. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire dans le détail. Il y a plein de gens qui ramassaient des épices, qui sont en gros ce qu'on appellerait aujourd'hui des sociétés de la jungle. Pendant très longtemps, on les a appelés des primitifs. Ensuite, on les a appelés des chasseurs-cueilleurs. Et puis, depuis les années 80, on ne les appelle plus des chasseurs-cueilleurs. On les appelle des chasseurs commerçants ou des chasseurs négociants, forager traders. Donc, foraging, c'est vraiment la cueillette spécifique. Et trading, pourquoi? Parce qu'en fait, un anthropologue assez génial, hein, un jour, a écrit un livre, c'est Karl Hoffmann, et il travaillait sur des chasseurs-collecteurs des jungles de Bornéo, qu'on appelle les Punan. Hein. Alors, les Punan, ils sont très importants, parce que par exemple, c'est les Punan qui ramassent le camphre dans les bois. Et l'un des premiers produits d'exportation internationale depuis l'île de Bornéo, qui n'était pas du tout un en dehors du monde, mais une plaque tournante importante, à destination de la Chine et ensuite de l'Europe, c'est le camphre. Et le camphre, en fait, est une résine aromatique sécrétée par une certaine espèce de très grands arbres de la forêt tropicale humide lorsqu'ils sont malades. C'est une histoire que j'aime bien, c'est une histoire triste, c'est-à-dire que ce qui est parfum pour vous est en fait odeur de mort pour l'arbre, parce que c'est quand le tronc de ces arbres est attaqué par un certain type de bactéries et qu'il pourrit, eh bien qu'il sécrète cette résine qui durcit, que l'on ramasse et qui est le camphre. Et le camphre de Bornéo, le camphre de Sumatra étaient à l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle, les camphres les plus recherchés au monde. Et donc, les types qui ramassent ça dans la jungle, on les appelle les Punan, je ne sais pas si vous le voyez, c'est ici, et pendant très longtemps, évidemment, on nous a présenté les Punan comme les rebuts de l'humanité, des vestiges d'humanité primitive, et plus qu'un peuple fugitif, comme aurait dit Jim Scott, un peuple fugace, c'est-à-dire ces gens des jungles qui, dès qu'on les aperçoit, fuient. Donc le primitif dans tout son effacement, on pourrait dire. Et arrive Hoffmann, qui écrit en 1988 un livre sur les Punan, et qui dit, il y a quand même un truc assez étrange, c'est qu'on nous explique qu'on ne peut jamais les rencontrer, ces Punan si primitifs, et en même temps, tous ceux qui nous écrivent ça sont ceux qui écrivent des livres sur eux, qui ont réussi à les rencontrer, qui ont passé du temps avec eux, et qui, à la sortie, nous expliquent que finalement, ils ne sont pas si primitifs. Et il dit, mais comment se fait-il qu'on puisse les rencontrer si facilement? Et il reprend tout un ensemble de récits de premiers contacts avec les Punan, d'explorateurs européens. Et en fait, le récit est un peu toujours le même. Lorsque vous cherchez un Punan, c'est-à-dire un primitif de la jungle tropicale humide à Bornéo, eh bien, en gros, donc, ils vivent vraiment à l'intérieur de la jungle, et c'est un intérieur montagneux. Donc le seul moyen de progresser à l'intérieur de la jungle, c'est le long des fleuves. Donc vous progressez le long des fleuves, et vous arrivez dans des villages qui sont au pied des montagnes. Les Punan habitent dans les montagnes, mais au pied des montagnes, il y a des villages. Et en général, des villages d'essarteurs, des peuples qui ouvrent des essarts dans la jungle, qui défrichent, qui font de la culture sur brûlis, du riz, de l'igname, etc. Donc vous allez dans ces villages-là, et puis vous demandez au chef du village, où sont les Punan? Comment puis-je rencontrer les Punan? Et là, en général, il y a un marchand, chinois ou malais,
qui est installé dans ce village et qui dit « mais rien de plus facile, venez vendredi à 17 h ». Il y a des rendez-vous commerciaux réguliers, hebdomadaires souvent, mensuels parfois, entre des négociants installés dans les villages des Piémonts et des vallées et ces collecteurs des jungles. Pourquoi? Précisément parce que c'est là où ils viennent vendre les produits de leur collecte dans la jungle. Alors il y a plein de produits qu'ils collectent, donc voilà, je vous ai montré le camphre, mais il y a quelque chose qui a été très important aussi, qui était en fait un fruit à partir duquel on tirait une matière tinctoriale pour teindre les tissus qui s'appelle le sang-dragon. Il y a aussi la résine d'amar. Alors, cette résine est une résine, par exemple, qui a été utilisée par les peintres, et en particulier les peintres italiens, à compter du XVIIe siècle, et dont une partie venait de Bornéo. Voilà, si vous voulez, les circuits de la mondialisation, ça commence dans les jungles avec les punanes, et ça peut finir dans un atelier d'artistes en Toscane, parce que cette résine était en fait un fixateur des huiles sur toile. Et puis, il y a beaucoup d'autres de ces matières qu'on collecte dans la jungle. Donc vous êtes un explorateur européen, vous cherchez vos primitifs, vous arrivez dans le village au pied de la montagne, vous dites où sont les punanes, et là un marchand lève la main, marchand chinois ou malais en général, et il vous dit voilà, mais moi j'ai une relation commerciale avec les punanes. Et alors Hoffman, cet anthropologue, dit, on reprend tous les récits, depuis 150 ans, depuis les années 1840, toutes les rencontres avec ces peuples collecteurs de la jungle se sont faites par l'entremise de marchands qui leur achetaient tout ce qu'ils récoltaient dans la jungle, pour aller ensuite le vendre sur les côtes, dans ces ports où, précisément, les Européens sont, à compter du XVIe siècle, venus les acheter. Et du coup, Hoffman dit, il faudrait peut-être mieux les appeler commerçants que chasseurs-cueilleurs, ce qui est quand même un peu dérogatoire, etc. Parce que d'aussi loin qu'on puisse documenter l'existence historique de ces sociétés de la jungle, elles sont entrées dans des rapports commerciaux, et pas des rapports commerciaux anecdotiques, puisque ce sont les rapports commerciaux qui sont, on pourrait dire, au principe même de la mondialisation. C'est-à-dire des segments spécialisés de négoce sur des produits de collecte qui sont devenus les principaux produits d'exportation vers la Chine impériale, vers la péninsule arabique, via l'Empire ottoman jusqu'en Méditerranée orientale, etc. Donc voilà, donc l'idée c'est que si on essaye de documenter ces petits segments de réseau manquants dans l'histoire de cette première mondialisation des XVIe et XVIIe siècles, eh bien on tombe sur des gens qui par définition ont laissé beaucoup moins de traces que les autres. Alors il y a non seulement les punanes qui vivent dans les montagnes de Bornéo, mais il y a aussi des gens qui étaient très importants qu'on appelle les orang laut, c'est-à-dire les gens de mer, c'est-à-dire les sociétés aquatiques. Ces gens qui vivent aujourd'hui encore pour partie sur des bateaux, de leur naissance à leur mort, comme les Bajau dans l'Est indonésien. Voilà, là, vous en avez quelques représentations. Et par exemple, eux, ils sont très intéressants aussi. Pourquoi? Parce que, je passe, voilà par exemple un autre peuple collecteur, alors de Sumatra, ce sont les Kubu, aussi importants que les punanes, insérés dans le même type de relations commerciales. Alors voilà. Alors pourquoi ils sont importants, les gens de mer, les orang laut, ces gens qui vivent sur leurs bateaux? Eh bien parce qu'en fait, alors c'est une histoire que je vais vous dire en 2 minutes, il m'en faudrait un peu plus pour détailler ça, parce que ces gens sont spécialisés dans la cueillette, le ramassage, d'un truc qui peut paraître absolument ignoble a priori, qui est l'holothurie, c'est-à-dire le concombre ou la limace de mer. Même en Méditerranée, vous pouvez en voir. Ça s'appelle d'énormes limaces noires qui traînent dans le sable et sur lequel, en général, vous évitez de poser le pied. Il y a des centaines d'espèces d'holothuries, de concombres de mer, et parmi ces centaines d'espèces, quelques-unes sont comestibles. Il faut savoir préparer l'holothurie, c'est assez compliqué. Il faut la faire bouillir, la faire sécher, etc. Mais une fois préparée, donc une fois séchée, la 2e image, l'holothurie donne ça, c'est la 3e image, et elle est consommée ensuite. Et alors, elle est consommée exclusivement du XVIIe siècle jusqu'à nos jours par les Chinois. Voilà. Aujourd'hui encore, pas très loin d'ici, au restaurant Le Président, sur cette partie de la carte qui est écrite en chinois parce qu'ils savent que vous ne commanderez jamais ça, eh bien vous pouvez manger donc de l'holothurie. Elle est séchée, mais après on la fait, on la réhydrate et puis on la cuisine dans des nouilles, etc. Alors vous me direz pourquoi c'est important que des types qui vivent sur des bateaux ramassent des machins que personne ne mange, à part les Chinois, qui en l'espèce semblent avoir un goût gastronomique, en tout cas assez détestable. Eh bien, voilà pourquoi. Parce qu'en fait, donc, ces sociétés aquatiques vivent en Indonésie, au sens large d'ailleurs, depuis le sud de la Birmanie jusqu'à l'est de l'archipel indonésien.
ramassent et ensuite vendent exclusivement aux Chinois. Personne ne consomme ça en Indonésie, ni au XVIIIe siècle, ni aujourd'hui. Donc c'est vraiment un produit d'exportation, il n'y a pas de consommation locale, il n'y a jamais eu de consommation locale. Donc ils ramassent, ils préparent ça pour les Chinois, et ils vont même chercher ces holoturies aussi loin que le nord de l'Australie. Alors vous voyez, vie et mort d'une holoturie, ou ce que le concombre de mer peut vous enseigner d'une autre mondialisation que la mondialisation européenne, une autre mondialisation, essentiellement chinoise ou sinocentrique. Donc là, vous avez tout un ensemble de relations commerciales qui sont destinées à la Chine. Et puis surtout, alors, ça ne vous intéressera peut-être pas du tout, mais ce qui est intéressant quand on suit ces types sur des bateaux qui vont ramasser des concombres de mer, eh bien, c'est qu'on se rend compte qu'à partir du XVIIIe siècle, mais très probablement dès le XVIIe siècle, eh bien, ils ont franchi la barrière qui sépare l'Indonésie du nord de l'Australie. Voilà. Or, pendant très longtemps, jusqu'aux années 80 et même dans les années 90, l'histoire de l'Australie, c'était une espèce de bulle anthropologique. On nous expliquait que l'Australie n'avait jamais eu, depuis les grandes migrations datant de 40, 50, 80 000 ans avant notre ère, n'avait jamais fait partie de l'histoire du monde, n'avait jamais eu de relation, en particulier avec l'Indonésie. Eh bien, là, il se trouve qu'en suivant notre petit concombre de mer, on se rend compte que si, les peuples du nord de l'Australie ont accueilli des ramasseurs d'holoturies, qui venaient en particulier du sud de l'île de Sulawesi, et on en trouve d'ailleurs la trace dans l'art pariétal de certaines de ces populations du nord de l'Australie. Ce que vous voyez là, ces voiliers ne sont pas des voiliers européens. Ce sont des voiliers Bugis, c'est-à-dire indonésiens, qui viennent du sud des îles Célèbes, qui venaient ramasser les holoturies, et puis qui ensuite, de retour en Indonésie, les vendaient aux marchands chinois qui les ramenaient en Chine. Là, vous avez une autre carte de première mondialisation qui s'organise totalement en dehors des pouvoirs européens. Voilà. Alors oui, alors l'origine du monde, voilà. Donc c'est un peu le nom de code de ce projet-là. L'origine du monde, il faudrait la chercher un peu plus loin que les ports et les palais côtiers. Il faudrait pour le coup grimper avec les Punan dans les jungles de Bornéo, ou alors aller avec les Orang Laut, les Bajau et les Bugis à la recherche des holoturies que seuls les Chinois consommaient. Alors, l'origine du monde, non, le tableau de Courbet, alors, c'est pas seulement la volonté d'un bon titre. Si le titre n'avait pas été pris, le prochain bouquin s'appellerait L'origine du monde. Mais là, évidemment, c'est un peu difficile. Et en même temps, c'est un tableau qui a une histoire formidable. C'est-à-dire que c'est un tableau qui, évidemment, aujourd'hui, dans un certain nombre de guides, de manuels d'histoire de l'art, est considéré comme une quintessence de la modernité artistique européenne, comme une espèce d'emblème de l'avant-gardisme européen, on pourrait dire un concentré d'Europe. Mais l'intérêt de cette histoire, c'est que, vous le savez probablement, c'est un tableau de commande. Et c'est un tableau dont commande a été passée à Courbet par un monsieur qui a fini ses jours assez heureux, d'ailleurs, à Paris, qui s'appelait Khalil Bey. Et Khalil Bey était un ancien diplomate ottoman, quelqu'un qui était né au Caire, qui a fait une partie de sa carrière à Istanbul, au service de la Sublime Porte, et puis qui a pris une retraite dorée à Paris. Et c'est lui qui, ayant vu un premier jeu d'esquisse de Courbet, lui a commandé cette toile, L'origine du monde. Et donc derrière cette toile qui est considérée comme on pourrait dire un symbole de la modernité artistique européenne, eh bien, vous avez à nouveau, c'est comme dans la photo de Sukarno, un petit fil d'historicité qui nous emmène ailleurs. Voilà, et là, en l'espèce, du côté de l'Empire ottoman. Est-ce qu'il y a métissage tout court, c'est-à-dire tout simplement, en général, ce sont des marins donc, qui vont épouser peut-être des dames locales, etc. Alors effectivement, ce que tu disais sur cette laideur des Européens est assez drôle parce qu'on a des textes des premiers contacts vietnamiens. Alors c'est assez amusant parce qu'on considère aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, que les Vietnamiennes sont extrêmement jolies, très belles, etc. Et en fait, les premiers contacts ne sont pas du tout engageants. Elles ont en général les dents teintes au bétel, et donc elles sont considérées par les Européens qui arrivent comme étant pas tout à fait que ces dents noires, pas tout à fait ragoûtantes. Et inversement, les Européens sont considérés comme des espèces de gros rougeaux, avec toujours évidemment toujours ce gros nez. Donc est-ce qu'il y a, et finalement, bon, il semblerait que les choses se soient arrangées de part et d'autre, et donc il y a eu... oui, l'histoire s'est terminée. C'est terminé, bon, un peu comme ça. Bon, sur la question du métissage, ça c'est un peu la partie sur Manille et les Philippines que j'ai dû sabrer.
En même temps, je ne suis jamais totalement à l'aise avec cette notion de métissage. À la fois parce qu'elle peut assez facilement tirer du côté biologique. Oui, bien sûr. Cette idée d'espèces distinctes qui se mêlent. C'est évidemment jamais une bonne façon de parler de segments d'humanité que de les considérer comme des espèces ou des taxons distincts. Et puis parce que ça a été une catégorie historique consubstantielle à l'entreprise d'asservissement. Mestizo, métis, hein, c'est une catégorie des taxonomies, en particulier ibériques, espagnoles aux Amériques. Et évidemment, les métis étaient des gens qui avaient certains droits, mais pas tous. Donc ce n'est pas une notion neutre au plan historique. Voilà, c'est comme le terme d'esclave. Il faut toujours faire attention parce que ce sont des catégories qui ont été des catégories de la pratique ou de la praxis historique et qui du coup charrient avec elles tout un ensemble de connotations qu'on n'arrive jamais totalement à évacuer lorsqu'on essaye de les transformer en outils analytiques. Voilà, c'est un mot piège quand même. Mais alors, sur le fond, hein, pas seulement sur... Oui, et alors dans le cas de Mani, ce qui était intéressant, d'abord il faut rappeler que la conquête elle-même, au sens le plus banal de l'entreprise militaire qui mène à l'asservissement de populations extra-européennes, est très souvent, et même moi dans les exemples que je connais toujours, une entreprise métisse. C'est une entreprise métisse. Les Espagnols, Hernán Cortés, n'auraient jamais fait plier la triple alliance aztèque ni conquis Mexico-Tenochtitlan en 1521 s'ils ne s'étaient pas adjoints les services d'un certain nombre de populations, hein, les Tlaxcaltèques, les Totonacs, qui étaient des populations de la côte qui refusaient la domination aztèque. C'est même l'un des grands arguments un peu oubliés dans la vision des vaincus de Nathan Wachtel. Dans la vision des vaincus, il y a un argument qui est très fort et qui consiste à dire qu'en fait, pour faire un empire, pour faire leur empire, les Européens avaient besoin qu'un empire ait existé auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, les Européens, comment diable, une poignée d'Espagnols, ont-ils pu, en l'espace de 50 ans, asservir des territoires immenses, hein, quasi la totalité de la Mésoamérique, prendre pied dans la plaine de Oaxaca, conquérir les Sierras du Nord, etc. Eh bien, la réponse est toute simple, c'est parce qu'en fait, ils ont bénéficié du secours ou du concours de segments des sociétés locales qu'ils ont cooptés. Il n'y a pas d'exploitation économique du Mexique sans les caciques. C'est-à-dire des gens qui appartenaient à l'ancienne hiérarchie politique, militaire, économique aztèque. Et donc les Européens se sont coulés, moulés, dans des espaces, des formes de domination, des formes de centralisation politique et d'ordonnancement économique des sociétés qui leur préexistaient. Alors ça vaut pour les Aztèques, mais ce que montre Wachtel dans la vision des vaincus, c'est que ça vaut aussi pour les Incas. C'est-à-dire que là aussi, en fait, les Espagnols ont instrumentalisé les communautés lignagères productives, les aïlous, qui avaient été créées de force, sous la contrainte, par le pouvoir incaïque avant l'arrivée de Pizarro et consorts. Donc, et alors, ce qui est intéressant dans l'argument de Wachtel, c'est que voilà, il faut un empire indigène pour faire une domination coloniale européenne, parce qu'en gros, tout préexiste. Tout est déjà là, d'une certaine manière. C'est comme le capitalisme chez Brodel. C'est un visiteur du soir, le colonisateur européen. Il lui faut des structures qui préexistent, sinon il n'a pas les moyens de sa domination et de sa prédation. Mais ça veut dire aussi que la domination européenne s'est arrêtée là où s'arrêtait la domination des Incas et celle des Aztèques. Et de fait, le nord du Mexique, la guerre des Chichimecs à la fin du XVIe siècle, dans la région nord du Mexique, Zacatecas, etc., eh bien là, les Espagnols ont rencontré de sérieux problèmes avec des populations locales. Il y avait Pueblos, etc. Et en gros, les Espagnols ont mis presque un siècle pour arriver, alors même pas à dominer, mais à installer des petits presidios avec des soldats en armes, etc. C'est-à-dire que dès que les Espagnols ont franchi les limites de l'ancienne zone de puissance aztèque, eh bien là, ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Et ça vaut pour le Pérou aussi, ça vaut pour le monde andin aussi, puisque une grande partie de la Patagonie, le pays Mapuche, n'a jamais été colonisé militairement, économiquement, par les Espagnols, pas plus qu'ils ne l'avaient été par les souverains incas auparavant. Donc il faut un empire indigène pour faire une domination coloniale européenne, et la domination coloniale européenne, en général s'arrête aux marches de ce qu'étaient les anciennes sociétés politiques. Donc c'est toujours un peu métisse, la domination. Et par exemple, dans le cas de Mani, ce que j'aurais pu vous montrer, c'est qu'en fait, les conquistadors qui partent du Mexique pour aller
soumettre ou essayer de soumettre les Philippines, eh bien, pour une large part, ne connaissent pas l'Espagne. C'est pas l'Espagne qui débarque aux Philippines. La plupart sont nés dans les années 1540. Ils ont entre 25 et 35 ans, comme tous les conquistadors. C'est l'âge de vigueur, c'est l'âge où on fait des bêtises, conquête comprise. Et donc, ces gens-là sont nés dans les années 1540 au Mexique. Ce sont les enfants de la première génération de conquistadors. Et ils ont grandi à Mexico, à Oaxaca, à Colima. Et donc, ils n'ont jamais connu l'Espagne. Donc déjà, dire les conquistadors qui débarquent aux Philippines, c'est l'Espagne qui prend pied, c'est aller un peu vite en besogne. Non seulement ils ont grandi au Mexique, mais la plupart du temps, ils sont métis. Ils sont métis. Et il y a même, on pourrait, dans les registres des armadas et des flottes de secours qu'on envoie depuis la Nouvelle-Espagne, depuis le Mexique jusqu'aux Philippines, il y a même très souvent des esclaves noirs, africains, donc qui servent les conquistadors dans la conquête des sociétés locales. Des esclaves africains d'origine généralement Golfe de Guinée ou Mozambique, qui viennent par les réseaux de la traite atlantique portugaise, qui sont revendus aux Espagnols, qui n'avaient pas le droit de les acheter, mais c'est une autre histoire. Et qui, voilà. Alors, si on regarde concrètement Manille, la ville de Manille en 1600, eh bien, on a quoi? On a des guérisseurs et des conquistadors noirs, africains, qui viennent de l'Inde portugaise ou des comptoirs du Brésil via les réseaux portugais. On a des guérisseurs chinois. On a beaucoup d'islam malais aussi, puisque les Philippines sont enracinées dans un monde qui est un monde en voie d'islamisation. On a des Espagnols, bien sûr, mais aussi des Flamands, des Belges, quelques mercenaires suisses, il y en a partout au début du XVIIe siècle. Et donc c'est un monde profondément métis, au sens cosmopolite. Voilà. Mais à nouveau, cette idée, toujours le scénario du contact, de la conquête ou de la colonie tend à mettre en scène les Européens ou les Blancs et les autres. Voilà. Mais dans la réalité, la matière de l'archive, elle est à l'image de ces mondes-là, c'est une matière profondément métisse. Voilà. C'est un conte, c'est une légende. Les Blancs qui soumettent, c'est un western. C'est les cow-boys et les Indiens. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. D'abord parce que les cow-boys ont eu besoin de beaucoup d'Indiens dans leurs entreprises, parce que les cow-boys, d'abord, n'étaient pas tellement à peau blanche. Là, parlons de l'Espagne au XVIe siècle. L'Espagne au XVIe siècle, elle a un long passé morisque, c'est-à-dire musulman. Et les peaux sont basanées, en Andalousie tout au moins. Elle a un long passé juif, dont elle a essayé de se séparer dans le sang, en 1492. Pas seulement la découverte de l'Amérique, c'est aussi l'expulsion des Juifs des royaumes d'Aragon et de Castille. Donc c'est une Espagne profondément métisse, à l'origine, en péninsule, qui l'est devenue encore plus au Mexique, qui est partie à la conquête, entre guillemets, des Philippines, où elle s'est encore plus diluée. Voilà. Voilà. Donc parlez-moi de l'Europe à la sortie, des Blancs, etc. Je veux dire non, ça ne marche pas. Donc le métissage, c'est le vrai scénario de ces entreprises. Et c'est ce qui explique précisément pourquoi les historicités indigènes n'ont pas été annihilées, anéanties par l'arrivée des Européens. Parce que ces Européens étaient déjà en eux-mêmes porteurs d'historicités multiples. Voilà. Et donc tout ça, c'est enchevêtré, c'est... Voilà. Il n'y a pas de blanc, en fait, dans cette histoire. Il y a beaucoup de choses à prendre dans la Méditerranée de Braudel. De civilisations qui ne sont pas des entités closes sur elles-mêmes, mais se chevauchent en permanence. Il y a d'ailleurs aussi des aveux rétrospectifs, pour ainsi dire, de Braudel, qui considère que s'il avait mis un peu plus d'empire ottoman dans sa Méditerranée, s'il avait pu avoir accès aux archives ottomanes, eh bien l'histoire en aurait été sensiblement changée. Il y a Pierre Chonu qui ouvre précisément les routes du Pacifique des Ibériques avec ses travaux dès les années 1950, dans les archives, sur le galion de Manille, etc. Donc il y a beaucoup de choses à prendre. Il y a même une anthropologie marxiste de l'Afrique de l'Ouest qu'on peut pour partie sauver. En tout cas, Meyassou, oui, bon, Pierre-Philippe Rey, c'est plus compliqué, mais qui a beaucoup pensé la question de l'extraversion, alors sous le nom de code de l'articulation des modes de production. Et l'articulation des modes de production, c'est un peu la même histoire que celle que je vous ai racontée avec les jungles tout à l'heure. C'est-à-dire que le pouvoir colonial externalise la reproduction de la force de travail en laissant subsister des communautés domestiques
relativement autonome, donc ça lui évite d'avoir à produire et reproduire cette force de travail, et puis lui s'occupe de développer une sphère marchande capitaliste avec plantation publique, produits d'exportation spécialisés, etc. Donc tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait, enfin qu'on doit d'ailleurs, relire, ou en tout cas accepter comme notre héritage. Et l'histoire globale, c'est pas, je veux dire, c'est pas McDo, c'est pas une invention américaine qui déferle sur l'Europe des historiens dans les années 90. Il y a beaucoup de choses dans... Alors, après, pourquoi elle devient visible publiquement aujourd'hui? Ça, c'est une question différente. Des chercheurs qui travaillent sur des choses passionnantes bien avant tout le monde, il y en a beaucoup. Mais des publics qui s'y intéressent, des médias qui y consacrent des articles, une histoire mondiale de la France, par exemple, qui intéresse à ce point les polémistes du Figaro, qui lui ont consacré pas moins de 6 articles, si j'ai bien compté, en l'espace de 3 mois, ça c'est plus rare. Et c'est deux choses différentes. Il y a un temps historiographique, un temps de la recherche, ou une recherche à bas bruit dans la durée, et puis il y a un moment où publiquement, ce qui était là est ressaisi ou fait sens pour des publics un peu différents. Voilà. Moi j'ai pas d'explication miracle à ça. Ce qui est clair, c'est que cette histoire qui se préparait là est une histoire qui a dû d'abord attendre la fin d'un certain régime d'énonciation historiographique du rapport précisément aux anciens pays colonisés. Il a fallu cesser de considérer que la totalité de l'être et du devenir historique de ces sociétés, d'Afrique occidentale, du Maghreb, d'Océanie, s'était trouvée à un moment donné, pour ainsi dire, à la fois résumée et épuisée dans la figure du colonisé. Voilà. Moi, je ne dis jamais que les Javanais sont les colonisés de l'histoire. Les Javanais étaient les Javanais au XIIIe siècle, ils sont les Javanais aujourd'hui, ils l'étaient au XIXe et au XXe siècle. Voilà. Donc la figure du colonisé et la parole à rendre aux colonisés, je pense que ça, c'est un trope historiographique qui a beaucoup perduré jusqu'au sortir des années 80. Je veux dire, en gros, l'intention était bonne. L'intention était bonne. Après avoir fait l'histoire du colonisateur en ses colonies, il fallait donner la parole aux colonisés. Et en même temps, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et en faisant cela, on entérinait toute une manière de présenter l'historicité de ces sociétés comme piégée dans la relation coloniale. Donc historiographiquement, il a fallu sortir de ça. Et puis, ce mouvement-là a rencontré, d'une certaine manière, un intérêt du public, ou l'intérêt d'un public élargi dans les années 90. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, du coup, donner la parole à l'indigène, ou rendre sa voix aux colonisés, pour moi, et ça peut être un effet de génération, d'une certaine façon, c'était une fois encore l'obliger à endosser le masque ou le sobriquet que lui avait assigné le pouvoir colonial. Voilà. Moi, l'idée, c'était pas de travailler sur les relations colonisateur-colonisé, c'était de dire que ces sociétés-là avaient une histoire qui débordait de toutes parts le moment colonial. Que les 100 et quelques années d'Algérie française, ça n'est rien par rapport à plus de 3 siècles de domination ottomane. Que l'histoire de l'Algérie, y compris pendant la période de la domination française, ne se comprend que sur fond d'une histoire islamique, en particulier, qui prédate de très loin l'arrivée des Européens et qui excède de beaucoup les cadres de leur pouvoir. Voilà. Et d'ailleurs, toutes les révoltes dans l'Algérie coloniale sont le fait de personnages historiques qui sont en prise sur les grandes confréries. Et ces grandes confréries musulmanes, ces grandes confréries mystiques musulmanes, ont une histoire à la fois antérieure et beaucoup plus diverse. Voilà. Donc il fallait, d'une certaine manière, pour dire les choses de manière un peu crue, il fallait se débarrasser de la figure du colonisé pour pouvoir, je crois, accéder à une histoire connectée, qui est une histoire qui connecte des historicités. Je ne répudie pas l'histoire de l'Europe, je pense qu'elle n'est qu'une histoire parmi d'autres. Elle est intéressante, d'autant plus quand on la met au miroir d'autres histoires, mais voilà, le moment colonial, ça connecte cette histoire-là avec beaucoup d'autres. Donc il fallait se débarrasser de l'histoire du colonisé, parce que c'était encore l'histoire de l'Europe. Alors, le cœur sur la main, le remords. Après le triomphalisme, le remords. Mais ça ne permet pas de raconter d'autres histoires. Je veux dire, c'est encore et toujours... voilà. Donc il y a ça. Et après, pourquoi le public ou un public plus large s'intéresse à ces histoires-là aujourd'hui? Je ne sais pas, je pourrais vous raconter des billevesées de comptoir. Peut-être que les gens ont besoin d'avoir un rapport au monde un peu plus apaisé que celui que lui propose
voilà, les représentants de sa classe politique aujourd'hui, peut-être que, voilà, peut-être que l'histoire mondiale de la France et ce genre de choses, en tout cas ça a été pensé comme tel, c'est un antidote politique. En tout cas, c'est un antidote au poison politique de l'histoire nationale, qui est revenu quand même très en force, une histoire très étrécie. Hein, donc, peut-être que pour ça, l'histoire connectée ou l'histoire monde... Alors, par exemple, moi, je ne dis jamais l'histoire mondiale, et je dis l'histoire monde, mais je mets un S à monde. Histoire monde avec un S. Voilà, parce que c'est toujours ce pluriel-là qui permet d'embrayer sur d'autres histoires. Et pour moi, une autre histoire du monde, c'est d'autres histoires. Voilà. Pour moi, en gros, taper sur l'Europe, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est de vous amener à Java, c'est de vous amener à Manille, le cas échéant de vous amener dans les jungles de Bornéo, c'est-à-dire de rajouter des petites pièces à l'histoire, quoi. Voilà, donc j'ai répondu sans répondre, je m'en excuse. Qu'est-ce que vous mettez derrière français? Mon arrière-grand-père s'appelait Boualem Idriss. Mon grand-père s'appelait José González. Voilà. Il y a de la Kabylie, il y a de la Catalogne, voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai la peau, je ne sais pas, blanche peut-être, voilà. Donc méfiez-vous de ça. C'est-à-dire que... Non, mais c'est important, parce que du coup, on nous dit, voilà, alors c'est une histoire monde qui s'écrirait, ou qui serait écrite, une fois encore, par les Français, les Européens, etc. C'est une première assignation qui est assez embarrassante, parce que je pense qu'elle ne prend pas justement la mesure de cette somme prodigieuse de brassage, de métissage, qui fait qu'aujourd'hui, franchement, être français, c'est être d'un peu partout. Et c'est très bien. Donc moi, est-ce que je me sens français ou européen? Très honnêtement, il faut qu'on en discute. La deuxième chose, c'est... oui, évidemment. Mais par exemple, c'est embêtant de dire, à nouveau, chercheur africain, chercheur européen. Voilà, moi je travaille avec Ibrahima Thioub. Ibrahima Thioub, c'est un chercheur sénégalais, si on regarde en tout cas son passeport ou sa carte d'identité. Hachine Bembe. C'est un chercheur camerounais qui vit en Afrique du Sud. Mamadou Diouf. Mamadou Diouf, c'est un chercheur sénégalais qui vit sur la côte est des États-Unis, etc. Sanjay Subramaniam, c'est un chercheur d'origine indienne, mais qui vit maintenant aux États-Unis et qui a été nommé au Collège de France. Donc je veux dire, tous ces gens-là travaillent ensemble. Hein, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse énoncer les formes concrètes, présentes ou possibles et futures de leur partenariat ou de leur collaboration uniquement dans ces termes-là. Parce que moi, j'y vois un piège énorme. C'est-à-dire, il ne faut pas céder trop vite aux catégories de l'ennemi, ou en tout cas de l'adversaire. Moi, j'ai souvenir aussi de tous ces trucs dans les années 90, effectivement, les programmes, alors, aller former de jeunes chercheurs africains avec les meilleures intentions du monde. Enfin, bon, en tout cas, moi, je ne raisonne pas comme ça. Il y a des gens qui écrivent des choses. Ils peuvent être de n'importe où, ils peuvent enseigner n'importe où. Et à partir du moment où ils posent peu ou prou le même type de questions que celles que j'essaie de poser, on essaie de travailler ensemble. Voilà. Donc non, bien sûr, alors j'ai répondu pour l'Afrique, mais pour l'Inde, oui. Et alors pour l'Inde aussi, parce que le courant des Subaltern Studies a été important. Ça sera un peu compliqué de rentrer dans le détail, mais l'histoire monde ou l'histoire connectée telle que moi, elle m'intéresse, telle qu'elle a été théorisée par un certain nombre de gens, c'est une répudiation des Subaltern Studies. Là, il y a une rupture. Les Subaltern Studies, c'est dans la continuité d'E.P. Thompson. C'est la tournée de Thompson en Inde en 78, Ranajit Guha, etc. Mais les Subaltern Studies, donc l'idée c'est ça, c'est Against the Grain, l'archive coloniale, contre la parole du pouvoir colonial sur la société locale, mais aussi contre la parole des élites nationalistes post-coloniales. Le double agenda des Subaltern Studies, pour le coup, c'est de sauver de l'immense condescendance de la postérité à la fois colonialiste et nationaliste, eh bien, voilà, les paysans du Uttar Pradesh, etc. Il y a un seul problème dans les Subaltern Studies, en tout cas c'est ce que dit quelqu'un comme Sanjay Subramaniam lorsqu'il commence à écrire, à théoriser l'histoire connectée, c'est qu'en fait, les Subaltern Studies n'utilisent que des matériaux de l'archive coloniale britannique. Alors même qu'il existe quantité de matériaux écrits dans des langues régionales, par exemple en bengali, dans les années 20 et 30, etc. Et une des grandes critiques de Sanjay Subramaniam, ça consiste à dire oui, bien sûr, écoutez les subalternes, mais encore faut-il les écouter dans leur propre langue. Il y a un en dehors de l'archive coloniale européenne, un en dehors de l'archive britannique, et à nouveau, ça ouvre des chemins d'historicité ou des sentiers d'historicité qui sont un peu autres. Voilà. Donc c'est une généalogie qui est compliquée parce qu'on se retrouve tous sous la bannière de l'histoire sociale. Je veux dire, c'est évidemment plutôt l'histoire des humbles, des sans grades, des sans noms de l'histoire qui nous intéresse.
Et en même temps, on ne peut pas faire l'économie de la critique d'une première génération de projets subalternistes ou post-colonialistes qui n'ont pas poussé jusqu'au bout la logique d'une narration chorale de l'histoire. Voilà. Ça peut valoir aussi, je ne sais pas, pour un certain nombre d'histoires africaines. Alors, en plus, on vient tous d'Afrique, jusqu'à preuve du contraire, tous originaires de la vallée du Rift. Donc c'est un peu différent de dire alors, une histoire d'extraversion au long cours, le moment colonial qui n'est effectivement qu'un moment parmi d'autres dans des trajectoires historiques de très longue durée, où se nouent d'ailleurs des modes de rapport au monde complexes, dès un Moyen-Âge africain, 14e, 15e, qu'on a largement redécouvert, mais qu'on contribue à découvrir aussi depuis qu'on se pose la question. Toutes les discussions que j'ai avec des collègues comme François-Xavier Fauvel, l'idée c'est qu'aussi pendant très longtemps on n'a pas fouillé parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de grands bâtis à exhumer. On n'a pas non plus cherché de texte parce qu'on pensait qu'il n'y en avait pas, ou alors parce qu'on pensait qu'en fait l'islam, il n'était pas vraiment africain. Voilà. Donc, voilà, les bibliothèques des sables à Tombouctou, on sait tous, voilà, on a tous pleuré lorsqu'on les a brûlés, mais personne ne s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Non, des manuscrits arabo-musulmans. Une histoire au long cours de l'islam en Afrique qui est partie prenante de l'histoire de l'Afrique. Voilà. Ce que ne vous raconte pas le Quai Branly. Le Quai Branly, dès qu'il y a une inscription, c'est plus l'Afrique des masques, etc. Vous voyez? C'est pareil d'ailleurs pour la Thaïlande, je ne sais plus qui me parlait de la Thaïlande. La Thaïlande au Quai Branly, il n'y a pas d'écriture et il n'y a pas de bouddhisme. Hein, un peu de statuaire, un peu, etc. C'est-à-dire dès qu'une autre histoire essaye, on pourrait dire, de rentrer dans l'image, voilà, il y a un certain nombre de dispositifs, des habitudes de pensée, mais des dispositifs institutionnels qui tendent à dire non. Voilà. C'est tout ça qui est en train de changer. Je ne parle pas en nom propre, c'est pas... En 15 ans, on a accompli 20 ans des progrès considérables, hein, en histoire coloniale, en histoire connectée, et ça ne cesse de s'accélérer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne pourra plus jamais raconter l'histoire exactement de la même manière. Voilà. Et c'est en ça que les choses vont plutôt dans le bon sens, je trouve. Je ne dis pas qu'on la raconte mieux, enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de travail, mais en tout cas, on ne pourra plus retomber sur un certain nombre de récits simplistes. Voilà. L'Afrique qui n'est pas entrée dans l'histoire, l'histoire de l'Algérie coloniale qui s'écrit uniquement sur sources françaises, une histoire de la Méditerranée ou de la mondialisation qui ne pense pas à l'Empire ottoman ou l'océan Indien, une histoire du poivre qui commence sur les tables des seigneurs de Blois, par exemple, et pas dans les mangroves de Sumatra. Ça, on ne pourra plus l'écrire. Et c'est bien. Merci.